Ok. Quoi? Oui, donc avant le début de la présentation qui va être fait par Oriane, je voulais dire juste une petite particularité de notre atelier spectral, donc, qui pour un certain côté a marché tellement bien qu'il y a eu des gens qui ne se sont même pas présentés pour venir, donc leur existence était purement fantomatique. Et comme vous voyez, on est un peu le plus petit atelier parce qu'il y a eu 2 participants qui se sont désistés le dernier jour, donc nous avons dû changer le programme et une partie des thématiques qui étaient censées être traitées, on n'a pas pu le faire. Donc ça a été un peu improvisé en cours de route. Et je pense aussi grâce à un sabotage de genré, on va dire, de Andrzej, vous voyez que la parité a été parfaitement respectée dans notre atelier. Voilà. Merci Orguest pour ces précisions très utiles. Donc, oui, je vais présenter un peu la manière dont on avait pensé l'atelier, sachant qu'ensuite on avait posé quelques hypothèses et on avait proposé aux participants plusieurs pistes en fait, et on leur demandait aussi de se réapproprier la thématique de la spectralité pour voir un peu comment, avec différentes approches, des échos, des spectres, justement, pouvaient naître entre les différents textes et les différentes présentations. Donc l'idée, c'était que le terme de spectre se situe à la croisée de différents champs des sciences sociales et sciences dures, puisqu'il désigne tout aussi bien l'apparition translucide ou visible-non visible, comme le dit Derrida, d'un mort, dans les folklores et la tradition littéraire et picturale, mais il représente aussi la représentation graphique des composantes acoustiques d'un son, ou encore l'ensemble des radiations monochromatiques émergeant de la décomposition d'une lumière. Il s'agit donc d'un étrange objet dont l'anachronie est le régime propre, qui se situe à la frontière du monde visible et sonore, et qui vient potentiellement en mettre en crise les agencements les plus certains. Les interrogations les plus contemporaines sur la manière dont l'humain a été violemment distingué du non-humain au cours de la tradition métaphysique sont concomitantes de la crise de la représentation et du sujet, qui court de l'idéalisme allemand à la philosophie française contemporaine, selon Rodolphe Gachet. Or, si l'on part du principe que le concept et plus largement la pensée théorique, le propre de l'homme, a été associé, au moins depuis Platon, à la vision de l'homme adulte, alors notre idée était que c'est en partie en étudiant la crise de ce modèle visuel que l'on pourrait interroger les normes ontologiques propres à la tradition philosophique occidentale et contribuer à la mise en crise des conventions linguistiques, narratives et figuratives qui ont renforcé ces partitions. D'un point de vue plus historique, dans l'Angleterre industrielle, puis dans l'ensemble de l'Europe capitaliste, l'avènement de la modernité s'est doublé d'une profonde fascination pour le magnétisme, l'occultisme et les revenants, que l'on retrouvera par la suite dans la littérature postcoloniale comme mode d'expression privilégié de la violente dépossession de soi par la conquête extérieure. On peut penser au roman de Toni Morrison qu'on avait proposé à la lecture, Faulkner et ainsi de suite. La naissance conjointe du cinéma et de la psychanalyse au tournant du XXe siècle viendra fournir une double scène supplémentaire à ce dispositif de hantise auquel répond, à l'autre bout du siècle, l'avènement de l'Internet et de la sphère virtuelle. Tout un nouveau monde s'ouvre à partir de là où, entre spectres, fantômes, revenants, doubles et autres morts vivants, hors temps et entre deux mondes, un peuple des ombres du sujet dessine les contours d'une autre non-anthropologie des connivences, ainsi que de nouvelles politiques des réapparitions. Donc voilà, l'atelier souhaitait porter son attention sur une série de dispositifs théoriques et artistiques de hantise, de revenance et de contamination identitaire, tels qu'ils inquiétaient la notion du sujet humain ancré dans son lieu et ses logiques temporelles, en cherchant à les articuler avec la mise en crise de la représentation, qu'elle soit politique, esthétique ou épistémologique. Donc je vais passer la parole à Orguest qui va montrer comment il a un peu dessiné les contours de cette problématique dans la séance introductive. Merci. Bon, je vais essayer d'être bref, ce qui n'est pas très facile vu le sujet. Donc dans la séance introductive pour cerner un peu cette question et le concept du spectre, on est parti très naturellement de l'œuvre de Derrida qui a été un peu
le grand introducteur de la thématique spectrale dans la pensée philosophique. Et on peut constater, en travaillant sur le sujet, que le spectre est une constante de plus en plus affirmée dans son œuvre, suggérée presque en absence dans les premières théorisations, mais qui prend une place de plus en plus importante, de plus en plus envahissante lors de sa rencontre avec la psychanalyse, puis notamment à partir des années 80 dans les commentaires sur la place de la figure du Geist chez Heidegger, de l'esprit, et puis chez Valéry, tout ça c'est 86-89. Il y a quelque chose à voir là avec la fin du communisme aussi, bien sûr, et qui va culminer en 93-14 avec le livre Spectre de Mars, où la thématique de la spectralité a envahi presque l'entièreté des discours. Et en revenant après dans des entretiens avec Bernard Stiegler, dans un volume qui s'appelle Échographie de la télévision. Le spectre donc devient progressivement dans la théorisation de Derrida la catégorie centrale de sa lecture. Le spectre hérite et multiplie toutes les fonctions des premiers concepts de Derrida, l'écriture, la différence avec un A, le pharmacone. Donc, on peut dire le spectre, c'est la différence même, le différé, la différence avec un A. On dirait que tous les concepts antérieurs n'ont été que des tentatives d'approche pour cette figure ultime qui est soit le spectre, le fantomas, le dispositif d'hantise, etc. En fonction de la trace de l'être non plein, etc. Donc on constate que le spectre devient pour le Derrida deuxième période, on va dire, un concept hyper opératoire. Et ce qui nous intéressait, c'est que s'il devient un concept hyper opératoire pour Derrida, c'est que le spectral est un concept hyper opératoire en soi. Et il permet de thématiser plusieurs champs. Ce qui est à remarquer aussi, c'est que la première thématisation explicite du spectre chez Derrida ne se fait pas dans son œuvre théorique écrite, mais elle fait son apparition au moment de sa rencontre avec le cinéma, notamment en 1982, quand Derrida accepte de jouer son propre rôle dans un film, disons, relativement expérimental d'un réalisateur anglais qui s'appelle Ghost Dance. Un moment aussi où Derrida relie sa question et son expérience du spectre avec son séjour pragois. Donc l'atelier, c'était aussi un petit hommage à la ville qui nous accueille, on va dire. Il dit, notamment dans ce film, les phrases qu'il va reprendre, qui vont travailler toute son élaboration sur ultérieure, cinéma et psychanalyse égale science des spectres, quitte à revenir après sur le terme science qui lui paraît un peu trop positiviste, etc. Mais je pense que quand il l'énonce dans le film, il pense science des spectres dans le sens science des rêves de Freud. Donc l'idée d'une nouvelle science comme la psychanalyse qui essayait d'établir une rationalité, une scientificité à partir de cette matière bizarre que sont les rêves, et la ontologie de Derrida, donc écrit avec un H, H-A-N-T-O-logie, c'est cette autre science qui se baserait sur cet objet particulier, qui est un non-objet, que c'est le spectre. Et il rajoute dans le film, il faudrait faire ça avec Marx et Freud. Promesse tenue donc quelques années après. Donc ce qui est intéressant, c'est que quelque chose de fort, d'interne, se noue entre le spectre et les appareils en général. Il y a comme une existence appareillée du spectre, une production appareillée du spectral,
et notamment dans ce grand appareil qui traverse tout le XXe siècle, qui est le cinéma. Le cinéma étant l'appareil spectral par excellence, qui organise un peu les retours, les réapparitions, les revenances, les visibilités et invisibilités du fantomal, du non présent. On a exploré un peu ce nœud entre un dispositif, disons, esthétique de réapparition ou d'apparition et une fonctionnalité politique en se basant, en faisant référence à une proposition théorique de Jean-Louis Dehaut et Alain Brossat, des anciens professeurs paparuites, qui ont proposé de nommer la modernité, mais notamment le XXe siècle, comme une époque de la disparition. Il serait trop long que je rentre dans les détails du fonctionnement du concept d'époque de la disparition, mais disons pour faire vite des repères de base, genre la tonalité qui est celle de Pasolini dans la disparition de Luciole, la proposition benjaminienne de la destruction de l'expérience dans la modernité, etc. On dirait que la modernité, tant technique que politique, technopolitique, et notamment dans les types de violences appareillées qu'elle organise, elle se déploie comme une grande procédé de disparition. Ce qui fait que il faut, pour faire politique, il faut avoir affaire à du disparu. Et donc il faut inventer un dispositif esthético-politique qui gère les disparus et qui procède à des réapparitions. Je mentionne aussi que ce thème de l'époque de la disparition est fait évidemment référence à la Shoah, au crime sans trace, à des thématiques qu'on connaît, mais ce qui a suscité la naissance et l'élaboration de ce concept, c'est toute la séquence politique des années 60 et 70 en Amérique latine, avec ceux qui ont été nommés disparus. Et cette nouvelle forme de subjectivité, disons, post-dictatoriale, pour les survivants, pour les héritiers, pour les proches, qui devaient donc gérer une façon de faire réapparaître quelque chose de ceux qui avaient disparu, et donc le recours post-spectral était là presque obligatoire. Ça parle donc aussi d'une éthique de la disparition, qui est la forme même de la modernité esthétique qu'on peut voir notamment dans un certain cinéma moderne. On penserait à l'Aventura d'Antonioni, le cinéma de Duras, etc. Donc ce moment, c'était ce qui nous permettait de faire fructifier, de tester l'opérativité de ce concept hyper-opératoire qu'on a amené du spectre, par rapport aussi à la politique, à la vie des communautés humaines et aux dispositifs esthétiques. Il y avait toute une autre série d'applicabilité, si je puis dire, où la forme spectrale positivisée, telle que Derrida le fait, donne ouverture à toute une suite d'applications aussi bien épistémologiques que politiques et que esthétiques, etc. Je mentionne par exemple rapidement la notion d'anachronie, puisque le spectre c'est une anachronisation du temps, si je puis dire, qui a pu devenir un concept opératoire, par exemple revendiqué par Jacques Rancière, Nicole Leroux et Didier Huberman dans la pratique éthique de la lecture de
l'histoire, le concept de répétitivité, de revenance qui a été traité par un théoricien canadien, Jean-François Pamel, dans un livre relativement récent qui s'appelle Revenance de l'histoire, et si l'on veut aussi la grande reprise et résurrection de l'œuvre de Aby Warburg par Didier Puberman, notamment dans son livre qui s'appelle Aby Warburg et l'histoire de l'art au temps des fantômes. Donc à partir de ces pistes-là, où le dispositif spectral mener à des applications de lecture de la politique, de la modernité, d'une déconstruction des modalités ontologiques héritées, à la relecture du temps et à la déconstruction encore de l'identité subjective, nous avons essayé de suivre autant de fils que possible, autant de fils que nous le permettait le temps, le nombre de participants, le type des intérêts de chacun des participants. Et donc là, je passerai la parole à Oriane, qui était aussi participante, pour dans les 4 mini-exposés qui suivent, vous avez certains de ces fils-là qui sont largement pas représentatifs du tout ce qu'on peut faire avec Bespec. J'ai pu confirmer auprès de Jean-Marc Bess hier, qui a aussi toute une géographie du fantomal, et que le concept de paysage hanté existe aussi dans la littérature géographique. Donc, ouais. Je vais être très brève pour laisser la place aux étudiants. Mais donc moi j'ai essayé, pour aborder la thématique du spectre et la lier justement à cette question de la visibilité, de montrer qu'un des textes clés pour commencer à aborder cette problématique pouvait être la théorie des couleurs de Goethe en fait. Et j'ai essayé de montrer que c'est un des textes vraiment clés puisqu'il fait droit en fait, il donne le droit d'entrée, il le dit lui-même, au phénomène d'illusion d'optique, de traces rémanentes sur la rétine. Donc il y a toute une sorte de mise en crise en fait de la réalité perceptuelle dans ce texte, qui déjà préfigure même on pourrait dire la notion de traces derridéennes. J'ai montré aussi avec Avita Ronel, qui était une étudiante de Derrida et qui a écrit un livre qui s'appelle Haunted Writings sur Goethe. Comment on pouvait faire la liaison donc avec l'intérêt de Goethe à la fois pour les phénomènes rémanents et pour les nuages et autres objets complexes et qui mettent en crise aussi la notion de substance. On pouvait faire le lien avec Derrida. Et ensuite, j'ai montré, notamment en passant par Jean Val, qui aussi connaissait bien Derrida, comment on pouvait comprendre à l'époque le rapport et le rapport ambivalent à Hegel en fait comme un rejet et une compréhension du concept hegelien comme une sorte de projecteur de lumière trop crue en fait sur le réel, qui aurait tendance à justement ne pas faire droit, ou en tout cas qui tenterait dans la relève finale d'éliminer en fait ces phénomènes spectraux. Et donc j'ai essayé de montrer comment finalement la philo française, notamment Deleuze et Derrida, mais d'autres, ont essayé d'avoir plusieurs stratégies en fait pour attaquer le modèle, le concept hegelien lié à un certain oculocentrisme. Alors donc chez Derrida, ça passe surtout par la thématique de l'aveuglement, avec ses conférences sur penser à ne pas voir. Chez Deleuze, ce serait plutôt la pluralisation des espaces perceptuels, notamment avec le cours sur la perception de Simondon, où il y a vraiment cette idée de réorganiser la hiérarchie des sens aussi en fonction de sens, plus calqués sur l'animal, dans le sens où chez certains animaux, la l'ouïe par exemple est plus importante que la vue, contrairement à l'humain pour qui la vue est le sens majeur dans l'appréhension de la réalité. Et puis j'ai fini par une sorte d'étude de cas à partir de deux textes de Faulkner, L'après-midi d'une vache, qui est une nouvelle en fait aveuglée par une fumée qui s'est déclenchée dans une ferme. Donc voilà, j'ai un peu développé la thématique de l'aveuglement à partir de là.
Et puis, à partir de Lumière d'août, en fait, pour montrer comment la sonorité chez Faulkner et dans les techniques de narration du roman américain prend vraiment le pas sur la visibilité. Donc, il y a tout un collage de discours et le sujet, finalement, ne se situe plus qu'à la jointure ou dans le creux et l'espacement de ces différents discours. Voilà. Je vais passer la parole donc à Béreng. Voilà. Oui, bonjour. Enfin, on est parti des réflexions un petit peu, disons, philosophiques, théoriques sur le concept de la spectralité. Enfin, j'ai essayé de ma part de situer en fait la pensée sur la spectralité dans un large schéma de la philosophie, disons, française contemporaine. Et en m'intéressant, en travaillant, en mettant en relation en fait la spectralité avec la nuit. Donc j'ai travaillé sur la nuit et l'expérience nocturne comme, disons, enfin, un concept philosophique. Donc la nuit m'a apparu en fait comme un champ ou comme un topos qui exactement ça peut donner un schéma pour penser en fait ce rapport de va-et-vient entre le visible et l'invisible. Donc, pour penser la nuit comme concept, effectivement, enfin, il faut mobiliser certains penseurs. Moi, particulièrement, j'ai travaillé, je m'intéresse et j'ai mobilisé surtout Bataille et Blanchot, et à la fin, finalement, c'était Derrida qui était le penseur final pour penser en fait la spectralité. Donc j'ai montré en fait comment la philosophie française, notamment Bataille, Blanchot, etc., et les autres, peut-être les autres aussi, ils sont partis en fait de la question kantienne des limites de la connaissance du sujet et l'épuisement des possibilités de l'homme dans le savoir absolu, c'est-à-dire la question de la nuit comme un topos impossible, ça relève en fait de la grande problématique de la pensée moderne qui est en fait les limites du sujet. Que puis-je savoir? C'est quoi les limites de ma connaissance? Et puis finalement, c'est la question de l'humanité, des limites des possibilités de l'homme. Donc, effectivement, comme on le sait, la philosophie contemporaine française, surtout, a mis en place un déplacement par rapport à ces catégories conceptuelles en mettant l'accent sur la mort du sujet. Sur la mort du sujet présent à soi. Et ça, en fait, c'est la nuit. Ça me paraît en fait comme un concept, en fait, exactement qui annule ou qui met en question justement ce rapport de cette présence pleine du sujet, disons, moderne. Et ça, c'est à partir d'un trou dans le savoir, on va dire, ou ce que, par exemple, Bataille pourrait appeler le non-savoir. Et c'est l'espace, en fait, qui ouvre l'espace de la mort, puisque le savoir ou la visibilité s'annule. Et là, c'est l'espace nocturne. Et on le sait dans la pensée française, enfin, on l'a désigné avec d'autres adjectifs, d'autres concepts, comme l'irreprésentable, comme l'inassimilable, l'irréductible, l'indicible, etc., etc. Et en un mot, c'est l'impossible. Il y a un lieu impossible pour la pensée à y atteindre parfaitement. Et il y a quelques métaphores, ou archimétaphores, par exemple, pour Bataille, c'est la métaphore de la nuit. C'est-à-dire, l'expérience nocturne, c'est l'expérience de la perte du sens dans le silence, ou dans l'anéantissement du moi. Ou il y a d'autres métaphores, comme le continuum, ou pour Derrida, par exemple, c'est la métaphore de Cora. Ou pour d'autres penseurs, peut-être c'est le réel, enfin pour Deleuze, peut-être c'est le virtuel, etc. Mais la nuit aussi, ça a à faire justement avec toutes ces archimétaphores qui sont censées expliquer en fait un topos impossible et qui est antérieur au langage, antérieur à toutes les lois, etc. Et qui est finalement, pour Blanchot-Bataille, certains penseurs, c'est le lieu de la mort du sujet, c'est la mort de l'homme. Et c'est le lieu qui efface justement les différences discursives. Donc, encore une fois, c'est un fondement sans fondement, c'est le lieu de chaos total, c'est-à-dire c'est le chaos total à partir duquel les lois émergent. Et dans un certain sens, pour employer en fait d'autres termes, enfin, dans un sens, disons, économique, c'est le lieu de la perte du sens, c'est le lieu où tout se consomme ou se perd dans l'errance, dans le désert. Bon, désert aussi quand même,
c'est une métaphore intéressante pour penser en fait ce topos impossible. Donc le topos de la nuit s'est présenté comme un lieu privilégié pour ces penseurs-là, là où les limites du sujet s'estompent en inspirant ou en s'approchant de la mort, et c'est le non-savoir, le sacrifice de la raison, etc. Et l'expérience nocturne, donc, ça veut dire une manière de sortir de la loi du jour qui met en question justement la problématique ou la question du fondement, de la maison, de chez soi, de l'habitation. Et toute la question de oikos, enfin, vous savez, économie oikos, c'est-à-dire la nuit, c'est-à-dire de sortir de chez soi, de sortir de l'oikos ou de la maîtrise de chez soi et de la maîtrise du sujet présent à soi. Et là où la spectralité vient s'oppose, c'est exactement le rapport du sujet, le rapport de l'homme avec cet espace, disons, avec ce topos impossible. Et en amont, c'est-à-dire ce topos impossible traverse, affecte le champ du possible, affecte l'or du jour, etc. Il ne s'agit pas d'un grand dehors totalement inaccessible. Ça traverse et ça affecte le règne du jour, on va dire. Et donc le rapport avec cet espace nocturne, dans les lectures d'Héridienne, c'est un caractère spectral, puisque finalement il s'agit d'un chevauchement, d'une espèce de va-et-vient entre le jour et la nuit, entre le possible et l'impossible, on va dire, ou entre le visible et l'invisible, c'est-à-dire les thématiques qui ont été abordées par Oriane et les autres, c'est-à-dire entre la présence pure et l'absence pure. Donc c'est là où en fait ce fond sans fond du monde, ça nous apparaît de façon, disons, spectrale. Donc la spectralité, c'est en fait, ça désigne notre rapport avec la nuit, avec cet espace qui annule le savoir, avec cet espace, disons, impossible, etc. Donc, oui, bon, après, à la fin, voilà, c'est-à-dire, j'ai touché 2-3 mots à propos de, en fait, l'aspect politique de cette question, comme la question de la justice aussi chez Derrida se pose à plusieurs reprises pour notre rapport avec l'espectre a un caractère, disons, politique, parce que finalement, l'expérience nocturne a un caractère politique, parce qu'il s'agit de sortir de la loi, il s'agit de sortir de chez soi, donc de façon anéconomique, on met en question tous les fondements. Et finalement, enfin, comme on n'a pas de temps, comme une piste de réflexion, c'est l'expérience de la nuit debout. On a essayé de réfléchir là-dessus, comme voilà, toute expérience politique ou toute politique de résistance relève de quelque chose de nocturne. Enfin, il faut penser à la nuit debout peut-être comme un espace possible pour l'avenir. Dans son livre « Phénomène érotique » de l'année 2003, Jean-Luc Marion essaie d'établir une notion univoque et philosophique de l'amour. Son point de départ est la critique du sujet cartésien. Si on reconnaît d'abord que le sujet moderne, qui est déterminé par son identité à soi, est mis en crise par la hantise qui l'accable. On peut s'attendre alors à ce que le sujet érotique de Marion échappe et réponde à cette épreuve. Ce n'est pourtant pas le cas. Dans ce sens, le phénomène érotique se laisse lire comme une entreprise d'un exorcisme. Dans son effort de conjurer le fantôme qui vient embrouiller l'identité des personnes et introduire l'incertitude et chaos dans l'amour, l'auteur finit par faire l'appel à l'éternité et à Dieu. Le sujet érotique qui remplace chez Marion le sujet cartésien renonce à la certitude du cogito. Au lieu de vouloir s'assurer dans son être, il cherche à s'assurer dans sa possibilité d'aimer. Pour sortir de l'économie de l'être, il doit s'avancer dans l'amour sans revendiquer d'être aimé en retour, ou même sans d'abord connaître l'autrui, sans le confier d'abord dans le champ de la vision, bref, sans avoir une raison suffisante pour l'aimer. Ainsi, il sera sûr de devenir amoureux, mais il ne saura être sûr d'aimer effectivement une personne ou une autre, ou quelqu'un en particulier. Il s'y fera un écart entre aimer une personne concrète et aimer d'aimer. Devenir amoureux, c'est de se donner une intuition d'amour dans une pure auto-affection. Je me décide pour un autrui, mais pas pour un autrui concret et visible. C'est plutôt une foule des apparitions incertaines et des fantômes. Dans l'intuition de devenir amoureux, je cite Marion, je peux vouloir constituer des phénomènes aussi précis et visibles que différents et contradictoires, donc à la fin des phénomènes fluctuants, provisoires, presque fantomatiques. Fin de la citation. On peut entendre déjà dans cette phrase un effort de chasser le fantôme, dont la hantise ne cessera d'inquiéter l'amour.
Je souligne la présence atténuée du mot fantomatique, qualifié de presque, et le ramas bizarre de verbe modo, je peux vouloir constituer. Je peux vouloir constituer, mais est-ce à dire que je peux constituer ou je le veux seulement? C'est-à-dire, est-ce que c'est moi qui constitue ces fantômes? La question se pose alors si c'est l'écart dans l'amour qui donne lieu à cette diversité de phénomènes fantomatiques, ou si c'est plutôt ces fantômes mêmes qui forcent la porte. Marion explique qu'il s'agit d'une intuition que je me donne moi-même dans une pure auto-affection, c'est-à-dire que je me décide pour un autrui sans être affecté par lui. Si cette explication paraît au moins étrange, on peut opter par hypothèse pour la deuxième des deux possibilités. Je cite Derrida, être hanté par un fantôme, c'est avoir une mémoire de ce qu'on n'a jamais vécu au présent. C'est une phrase qu'il prononce dans le film Ghost Dance, cité avant par Orgest. Donc, le fantôme est pour ainsi dire essentiellement passé, un passé toujours déjà passé. Quand l'intuition de devenir amoureux fait apparaître des phénomènes fantomatiques, on se rappelle de l'amour que l'on n'a jamais vécu au présent. C'est ainsi l'amour d'un autre, plus ancien que mon amour et que moi-même, qui rend possible que je devienne amoureux. Ce fantôme soutient l'amour présent en étant au cœur de cet amour et ainsi le marquant d'une trace. Mais c'est aussi ce fantôme de l'amour passé qui fait l'écart entre l'amour d'autrui et l'amour d'aimer. C'est dire que cet écart ne se laissera pas défaire sans que soit défaite la possibilité même de l'amour à ses racines. Marion entend ancrer l'amour, assurer l'amour contre cette hantise par l'appel à Dieu comme un témoin ultime du serment des amants. Or, le pas à l'éternité présuppose la présence du présent à soi, comme le montre Derrida dans La Voix et le phénomène. On peut dire alors que l'exorcisme que l'auteur entreprend échoue. Si le fantôme ne se laisse pas exorciser, il faut peut-être suivre une des injonctions énigmatiques de Zarathustra de Nietzsche que je vais citer pour conclure. Plus haut que l'amour du prochain et l'amour du lointain et de l'avenir. Plus haut encore que l'amour des hommes et l'amour des choses et des spectres. Je passe la parole à Milan qui va parler des fantômes d'un cinéma de Verastakun. Merci. Alors, mon projet mettait sur le cinéma de Verastakun et comment il le fait comme une pratique d'altermodernité et comment il mobilise des cosmopratiques locales pour dépasser en effet la modernité qui est dans ce contexte-là définie par la violence étatique de l'État thaï qui produit des fantômes excessifs. Alors, le but, je pense que de ce projet de Verastakun, c'est une ouverture vers l'autre et l'indéfini du spectral. Et ça, il avise au passant à travers la nourriture partagée. Je m'expliquerai. Alors, les spectres sont importants dans son projet parce que c'est un éloignement de la temporalité du présent vers le passé, parce qu'ils sont produits dans le passé, ou aussi vers le futur, parce qu'ils ne sont pas encore là. Et ce qui est aussi important est que les spectres, comme spectres propres, faisaient toujours partie des cosmopratiques de la région de l'Asie du Sud-Est, alors aussi de la réalité en effet des vies. Mais le problème de l'État moderne, c'est qu'il veut supprimer tous les spectres pour un contrôle total de l'espace et de le temps. Mais le projet, la violence de cette oppression ne peut que produire des autres aspects, type au présent spectral, comme les communistes, les migrants, les morts par la violence étatique pendant des coups. Peut-être vous savez qu'il y a toujours un peu de problèmes
avec l'armée, avec la violence militaire et capitaliste dans la région, aussi les disparus dans la forêt. Et en effet, c'est l'insistance sur les frontières dures de l'État moderne qui ne peut que produire plus de spectres que dans des cosmopratiques autres. Et pour dépasser le problème de la violence formée par la modernité, l'État moderne, Viraset-Akun, il mobilise alors des divers cosmopratiques de la réalité contemporaine de l'Asie du Sud-Est qui n'était jamais homogénéisée. Alors il y a toujours des différentes pratiques, des différentes possibilités, même si l'État moderne, depuis le 19e siècle, essaye de supprimer les alternatives. Alors il mobilise des discours et des concepts et des pratiques de Sasanaput comme enseignement bouddhiste. Et ici, dans le contexte, c'est surtout important parce qu'il offre des pratiques d'interaction avec les spectres des proches décédés, avec les spectres surtout temporels. Alors les décédés qui reviennent parce que je n'arrivais pas à me découper d'eux, alors ils reviennent du passé, et aussi des cosmopratiques de Sasanapi, les pratiques d'interaction avec les spectres animistes. Ceux-ci sont surtout définis par leur localité. Alors ce sont des spectres spatiales parce que c'est la forêt où se passent des diverses choses comme les transformations en animal, comme ça, c'est assez normal dans cette région, on dit. Et dans son cinéma, j'ai fait une analyse de son court-métrage Lettre à Oncle Bunmi, d'une scène d'Oncle Bunmi, celui qui se souvient de ses vies antérieures, mais on le voit dans tout son cinéma, les autres projets qu'il fait. Il propose qu'il faut accepter la présence des spectres et pas les supprimer, mais en effet de rendre les spectres qui viennent de la forêt ou de la passée ou de nulle part. C'est aussi les migrants et les malades, il y a toujours ces types-là. Il faut les faire rendre en effet plus présents en utilisant des pratiques diverses et surtout à travers la communauté créée par l'événement de la nourriture partagée. Alors il mange beaucoup dans ces films, comme l'État il mange aussi beaucoup, même autour de ces films. Le repas partagé avec des spectres est une intégration des différentes temporalités et spatialités hétérogènes. Alors ce sont les divers spectres du passé, des différents passés, des différentes spatio-temporalités du présent, alors de la forêt ou des autres pays ou de l'hôpital, comme ça. Et c'est une intégration non hiérarchique parce que l'important c'est de partager avec les autres et accepter en effet une certaine altérité. C'est très explicite dans le film. Alors le but est de rendre heimlich ce qui est unheimlich, en gardant d'une certaine façon l'unheimlich dans cela. Alors il y a gardant le dédoublement de la réalité qui ne peut pas être dépassé par la rationalité ou l'état moderne ou comme ça, mais d'accepter cette indétermination essentielle de la réalité comme elle est produite par des différents cosmopratiques relevant dans ce contexte-là. Et en effet, c'est pourquoi je pense que ce projet, je dis que c'est un projet d'altermodernité, parce que la modernité, des aspects de la modernité sont centrales pour son projet. Alors le cinéma, comme l'a dit Orges, c'est un des produits de la modernité essentielle. D'une manière, il l'utilise en effet pour créer cette alternative. Alors son projet est pédagogique parce que faire partie de ces films comme spectateur même, il faut de changer sa manière d'existence
matériel et pour s'ouvrir vers cette altérité et d'accepter des choses qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Alors c'est un ouvrement vers le futur. Merci de votre attention.